Comme Bouddha l'a si bien dit, vos pensées façonnent qui vous devenez. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un voyage vers la paix intérieure et l'illumination en explorant 11 choses essentielles à éliminer de votre vie. Que vous cherchiez à calmer votre esprit ou à élever votre conscience, ces étapes vous aideront à créer un espace pour une vie plus harmonieuse et équilibrée. Restez avec moi, car chaque point que nous allons aborder pourrait être la clé pour transformer votre réalité. Leçon 1. Ne plus justifier ses actions à ceux qui nous blessent. Imaginez une scène où vous êtes au cœur d'une tempête émotionnelle. Vos pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. Vous avez été blessé, peut-être trahi, et l'instinct naturel est de chercher une explication, une justification. Vous ressentez ce besoin brûlant de défendre vos actions, de clarifier vos intentions, de faire comprendre à l'autre la profondeur de votre souffrance. Mais en réalité, ce besoin de justification est une illusion, un piège qui vous enferme davantage dans la douleur. Chaque mot que vous prononcez pour vous expliquer, chaque phrase construite avec soin pour trouver l'approbation de l'autre, devient une arme qui se retourne contre vous. C'est comme essayer de réparer un vase brisé avec de la fumée. Les morceaux restent éparpillés, tandis que vous vous épuisiez à faire comprendre l'invisible, l'intangible. Le désir d'être compris par ceux qui vous ont blessé ne fait que raviver la blessure, la rendant plus vive, plus profonde. La clé ici n'est pas dans la parole mais dans le silence, un silence puissant, rempli de résilience, qui ne cherche pas à être entendu mais à guérir de l'intérieur. C'est un acte de courage, un acte d'amour envers soi-même, de ne plus donner de pouvoir à ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas comprendre. En cessant de justifier vos actions, vous vous libérez de l'emprise des jugements extérieurs. Vous vous recentrez sur vous-même, sur votre propre chemin de guérison, sans attendre une validation qui pourrait ne jamais venir. Pensez à ce silence, non pas comme une absence de mots, mais comme une présence intense de votre être véritable. C'est un espace où vous pouvez vous retrouver, vous recentrer et finalement vous reconstruire. C'est pas un geste de faiblesse, mais au contraire, un signe de force intérieure, celle qui ne cherche plus à convaincre, mais à avancer. Laissez tomber le besoin d'approbation externe, comme on laisse tomber un manteau devenu trop lourd à porter. Vous n'avez plus besoin de ces chaînes invisibles qui vous retiennent. Au lieu de cela, tournez-vous vers votre propre lumière, celle qui éclaire votre chemin, et marchez avec la certitude que vous n'avez besoin de la validation de personne pour être entier. Leçon 2. Respectez la vie privée lors de la fin des relations. Imaginez une tapisserie complexe, tissée avec soin au fil des années. Chaque fil représente une émotion, un souvenir, un moment partagé. Lorsque la relation prend fin, cette tapisserie, autrefois belle et vivante, commence à se défaire. Il est tentant de montrer à d'autres les fils effilochés, de parler de la trame cachée derrière cette création, de révéler les secrets qui la composent. Mais à quel prix ? Partager des détails intimes sur la fin d'une relation, c'est comme déchirer cette tapisserie en public, exposant chaque imperfection, chaque nœud mal fait, au jugement des autres. Ce besoin de divulguer, souvent motivé par la colère, la douleur ou le désir de se justifier, ne fait qu'alimenter une spirale de négativité. Ce que l'on oublie souvent, c'est que la relation, bien que terminée, mérite encore respect et discrétion. Chaque moment passé ensemble, même dans la douleur, a une valeur qui ne doit pas être souillée par des mots prononcés sous l'impulsion. Respecter la vie privée lors de la fin d'une relation, c'est préserver la dignité de ce qui a été, même si ce n'est plus. C'est reconnaître que, bien que les chemins se séparent, les souvenirs restent, et ils méritent d'être traités avec soin. Les limites établies pendant la relation ne disparaissent pas avec sa fin. Elles deviennent des marques de respect pour ce qui a été construit ensemble. En respectant ces frontières, vous créez un espace où chacun peut guérir sans l'intrusion des regards extérieurs, sans l'écho des mots échangés en dehors du cercle intime. Cette retenue n'est pas un signe de faiblesse ou de soumission, au contraire, elle reflète une profonde maturité émotionnelle. C'est une prise de conscience que certaines choses sont trop précieuses pour être exposées aux yeux du monde. En gardant pour soi les détails, vous protégez non seulement l'autre, mais aussi vous-même. Vous évitez de vous enliser dans des discussions sans fin, de revivre constamment la douleur, et vous permettez à la relation de trouver une clôture paisible, même si elle est silencieuse. Créer un environnement harmonieux après une séparation, c'est reconnaître que la paix vient du respect, et ce respect commence par le silence. Ce n'est pas un acte de désintérêt, mais un geste d'amour-propre et de considération pour ce que vous avez vécu. En fin de compte, c'est dans cette tranquillité, dans ce respect mutuel, que chacun trouve la force de continuer, de tisser de nouvelles histoires, de nouvelles tapisseries, sans les fantômes du passé qui hantent chaque fil. Leçon 3. Abandonner les objectifs superflus. Visualisez un grand jardin où chaque plante symbolise un objectif, une aspiration. Certaines plantes fleurissent magnifiquement, apportant beauté et utilité, tandis que d'autres sont des mauvaises herbes, envahissant l'espace, accaparant les ressources, sans offrir en retour la moindre valeur. Dans nos vies, ces mauvaises herbes représentent les objectifs superflus, ceux qui ne nourrissent ni notre âme ni notre cœur, mais que nous poursuivons malgré tout, souvent par habitude, par pression sociale ou par peur de manquer quelque chose. Nous vivons dans un monde où la réussite est souvent mesurée par la quantité plutôt que la qualité. On nous encourage à collectionner des accomplissements, des titres, des biens matériels, comme des trophées à exhiber. Mais dans cette quête incessante, nous risquons de perdre de vue ce qui est vraiment important.
Chaque minute, chaque heure que nous consacrons à des objectifs qui ne résonnent pas avec nos valeurs profondes est du temps perdu, une énergie dissipée sans retour véritable. Il est crucial de prendre du recul, d'évaluer honnêtement nos priorités et de faire le tri entre ce qui nous nourrit et ce qui nous épuise. Le processus d'abandon des objectifs superflus commence par une réflexion profonde sur ce qui compte vraiment. Cela nécessite de se poser les bonnes questions. Pourquoi poursuis-je cet objectif ? Est-ce par passion, par conviction, ou simplement parce que c'est ce qu'on attend de moi ? Est-ce que cet objectif m'apporte de la joie, un sentiment d'accomplissement, ou est-ce une source constante de stress et de frustration ? En répondant à ces questions, vous commencez à distinguer les fleurs des mauvaises herbes, les objectifs qui enrichissent votre vie de ceux qui la parasitent. Ce n'est pas toujours facile de lâcher prise. Il y a un sentiment de sécurité dans la familiarité des routines, même si elles ne sont pas vraiment satisfaisantes. Mais chaque fois que vous renoncez à un objectif superflu, vous créez de l'espace pour quelque chose de plus significatif. Vous libérez du temps et de l'énergie pour des aspirations qui reflètent vraiment qui vous êtes et ce que vous souhaitez devenir. C'est dans ce vide nouvellement créé que peuvent germer des projets qui alignent vos actions avec vos valeurs, et non pas avec les attentes extérieures. Ainsi, en vous détachant des objectifs qui ne vous servent plus, vous vous rapprochez de votre essence véritable. Vous commencez à vivre une vie plus intentionnelle, où chaque pas, chaque effort est dirigé vers ce qui compte vraiment pour vous. Ce n'est pas une vie de privation mais de plénitude, où vous cultivez seulement ce qui vous élève et vous inspire. En fin de compte, la vraie richesse ne réside pas dans la quantité de ce que nous avons accompli, mais dans la qualité des choses que nous avons choisi de chérir et de poursuivre. Leçon 4. Maintenir le calme en période de frustration. Imaginez une flamme, petite et vacillante, qui soudain s'embrase, nourrie par un souffle d'air inattendu. Cette flamme, c'est la colère qui naît en nous lorsque nous sommes confrontés à la frustration. C'est une réaction naturelle, humaine, de ressentir cette montée de chaleur intérieure face à l'injustice, à la déception ou à l'impuissance. Pourtant, tout comme le feu, la colère peut rapidement échapper à notre contrôle et causer plus de dégâts que nous ne l'aurions jamais imaginé. Lorsque nous laissons la colère dicter nos actions, nous devenons les premiers à en souffrir. Elle nous consume de l'intérieur, nous plongeant dans un état où le jugement est obscurci, où la rationalité cède la place à l'impulsivité. Les mots tranchants, les gestes brusques, les décisions prises sous l'emprise de cette émotion brûlante laissent souvent des cicatrices profondes, tant sur nous-mêmes que sur ceux qui nous entourent. La colère, bien que dirigée vers autrui, agit en premier lieu comme un poison dans notre propre esprit. Pourtant, il existe une autre voie, une approche plus douce mais bien plus puissante, celle du calme. Maintenir son calme en période de frustration, c'est comme apprendre à maîtriser le feu. Au lieu de laisser la flamme se répandre et tout ravager sur son passage, on apprend à la contenir, à l'observer sans s'y identifier. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions ou ignorer ce qui nous blesse, mais plutôt prendre le temps de laisser ses émotions se dissiper avant d'agir. La patience devient alors notre allié, un bouclier contre l'impulsivité. Pratiquer la patience, c'est accepter que tout ne peut pas être résolu instantanément. C'est reconnaître que certaines situations nécessitent du temps pour se clarifier, que certaines blessures ont besoin d'espace pour guérir. En apprenant à prendre du recul, à respirer profondément, à observer nos émotions sans y réagir immédiatement, nous développons une force intérieure qui transcende la colère. Nous devenons capables de répondre plutôt que de réagir, avec discernement et sagesse. La prochaine fois que vous sentez la colère monter en vous, essayez de faire une pause. Imaginez cette flamme intérieure et visualisez-la se stabiliser, puis s'apaiser lentement. Donnez-vous le temps de voir les choses sous un autre angle, de comprendre que la colère, si elle n'est pas contrôlée, peut faire plus de mal que de bien. Et lorsque vous aurez retrouvé votre calme, vous constaterez que vos actions, guidées par la patience plutôt que par l'impulsion, sont bien plus efficaces et constructives. Maintenir son calme en période de frustration est un acte de force véritable. C'est la preuve que vous refusez de vous laisser emporter par le tourbillon des émotions négatives, que vous choisissez de rester maître de vos actions et de vos réactions. En cultivant cette pratique, vous vous ouvrez à des relations plus harmonieuses, à des décisions plus réfléchies et à une paix intérieure qui ne peut être ébranlée par les tempêtes de la vie. Leçon 5. Évitez la comparaison constante avec les autres. Dans un monde où la vie des autres est souvent exposée sous les projecteurs des réseaux sociaux, la tentation de se comparer aux autres devient omniprésente. On regarde les réussites des autres, leurs possessions, leurs relations, et on se demande si on en fait assez, si on est assez. Mais la comparaison est un piège insidieux, une course sans fin qui nous éloigne de notre propre épanouissement. La comparaison constante peut saper notre confiance en nous-mêmes, semer les graines de l'insécurité et de la jalousie. Chaque fois que nous nous comparons à quelqu'un d'autre, nous nous mesurons à une norme qui n'est pas la nôtre. Nous ignorons que ce que nous voyons des autres est souvent une version filtrée, embellie, une façade qui masque leur propre lutte et insécurité. Ce que nous percevons comme une vie parfaite peut en réalité être loin de l'idéal que nous imaginons.
Plutôt que de nous concentrer sur les autres, il est essentiel de tourner notre regard vers l'intérieur, de célébrer ce qui nous rend unique. Chaque individu a ses propres talents, forces et valeurs, des qualités qui ne peuvent être comparées à celles des autres. Lorsque nous nous concentrons sur nos atouts personnels, nous cultivons un sentiment de gratitude et de satisfaction qui nous protège contre les effets corrosifs de la comparaison. Pourtant, cela ne signifie pas que nous devrions ignorer les réussites des autres. Au contraire, nous pouvons nous en inspirer sans pour autant les envier. Admirer les qualités des autres peut devenir une source de motivation pour notre propre croissance, à condition que cela soit fait sans jugement ou comparaison négative. L'important est de se rappeler que chaque personne a son propre chemin, façonné par des expériences, des circonstances et des aspirations différentes. En vous concentrant sur votre propre parcours, vous vous offrez la liberté de progresser à votre rythme, de fixer des objectifs en accord avec vos valeurs et de vous améliorer selon vos propres termes. Il s'agit de transformer la comparaison en introspection constructive, où chaque étape franchie devient une victoire personnelle. Vous commencez à voir vos réussites non pas comme des mesures par rapport aux autres, mais comme des étapes importantes de votre propre voyage. Éviter la comparaison, c'est choisir de vivre pleinement sa vie, de l'habiter entièrement sans être constamment distrait par les chemins des autres. C'est comprendre que votre valeur ne dépend pas de ce que font les autres, mais de ce que vous accomplissez, de la manière dont vous grandissez, et de la manière dont vous cultivez ce qui fait de vous une personne unique. En vous concentrant sur votre propre amélioration, vous développez une confiance en vous qui ne peut être ébranlée par les réussites des autres. Leçon 6. Utilisez les réseaux sociaux de manière consciente. Les réseaux sociaux sont devenus une extension de notre vie quotidienne, une fenêtre sur le monde qui nous permet de rester connectés avec les autres, de découvrir des idées nouvelles et de partager nos pensées et expériences. Pourtant, il est facile de se laisser entraîner dans une utilisation passive, le faire défiler des flux sans but, absorbant des informations sans véritable réflexion ni intention. Ce défilement automatique peut nous éloigner de notre véritable objectif, nous laissant parfois avec un sentiment de vide, de comparaison ou même de frustration. Utiliser les réseaux sociaux de manière consciente implique de reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. Plutôt que de se perdre dans un flot d'images et de contenus sans fin, il s'agit de choisir délibérément comment nous interagissons avec ces plateformes. C'est faire le choix de consommer des contenus qui nous enrichissent, qui nous inspirent et qui contribuent positivement à notre bien-être mental et émotionnel. Engagez-vous de manière significative sur les réseaux sociaux en choisissant activement ce que vous voulez voir et ce à quoi vous voulez participer. Abonnez-vous à des comptes qui alignent avec vos valeurs, vos intérêts et vos passions. Participez à des discussions constructives. Partagez vos pensées de manière authentique et connectez-vous avec des personnes qui vous inspirent. Au lieu de simplement consommer du contenu, devenez un acteur positif en partageant des idées, des expériences et des récits qui peuvent encourager et motiver les autres. La conscience dans l'utilisation des réseaux sociaux implique également de fixer des limites. Définissez le temps que vous souhaitez consacrer à ces plateformes et respectez-le. En réduisant le temps passé à faire défiler sans réfléchir, vous créez de l'espace pour d'autres activités qui nourrissent votre esprit et votre corps, comme la lecture, l'exercice ou des conversations en face à face. Vous développez ainsi une relation plus équilibrée avec les réseaux sociaux, où vous contrôlez l'outil et non l'inverse. Partager des contenus inspirants est une autre façon de transformer votre expérience sur les réseaux sociaux. Pensez à l'impact que vos publications peuvent avoir sur les autres. Chaque photo, chaque pensée, chaque lien partagé peut être une opportunité de semer du positif, d'encourager, d'informer ou de divertir de manière bienveillante. Lorsque vous partagez quelque chose, demandez-vous si cela contribue à enrichir les autres, si cela peut apporter une lueur d'espoir ou d'inspiration dans leur journée. En adoptant cette approche, vous participez à la création d'un environnement en ligne plus sain et plus soutenant pour tous. Finalement, utiliser les réseaux sociaux de manière consciente, c'est reconnaître leur potentiel, en tant qu'outil puissant de connexion et de croissance, tout en étant vigilant au piège de la consommation passive. En vous engageant avec intention, en partageant des contenus qui reflètent vos valeurs et en créant des liens significatifs, vous transformez votre expérience en ligne en une source de positivité et d'inspiration, non seulement pour vous-même, mais aussi pour votre communauté virtuelle. Leçon 7. Cessez de rechercher la validation externe. Nous vivons dans une société où l'approbation des autres semble être une monnaie précieuse. Que ce soit à travers les likes sur les réseaux sociaux, des compliments au travail ou les éloges de nos proches, il est facile de tomber dans le piège de mesurer notre valeur à travers les yeux des autres. Cette quête constante de validation externe peut, à long terme, miner notre confiance en nous et nous éloigner de notre véritable essence. Rechercher la validation externe, c'est comme essayer de remplir un puits sans fond. Peu importe combien de fois on reçoit des éloges ou des approbations, le besoin de reconnaissance reste insatiable. Ce comportement nous rend dépendants des opinions des autres, nous poussant à conformer nos actions et nos pensées à ce que nous croyons qu'ils attendent de nous. À la fin, cela nous éloigne de nos propres désirs, valeurs et convictions et nous laisse souvent avec un sentiment de vide et de frustration.
Pour briser ce cycle, il est essentiel d'apprendre à s'aimer et à s'apprécier indépendamment des opinions externes. La véritable confiance en soi ne peut être trouvée qu'à l'intérieur de nous-mêmes, dans la reconnaissance de notre propre valeur, de nos talents et de nos réussites, qu'elles soient petites ou grandes. Cela commence par un travail d'introspection, par l'acceptation de soi, de nos forces comme de nos faiblesses, et par le développement d'une estime de soi basée sur des critères personnels et non sur des jugements externes. Cultiver cet amour de soi demande de la pratique et de la patience. Cela signifie se rappeler quotidiennement que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous pensez de vous-même. C'est se donner la permission de faire des erreurs, de prendre des risques et de vivre authentiquement, sans chercher à plaire à tout le monde. C'est aussi savoir dire non aux attentes et aux pressions extérieures lorsque celles-ci ne sont pas alignées avec qui vous êtes vraiment. Pour renforcer cette confiance intérieure, il peut être utile de se concentrer sur ses accomplissements personnels, même les plus modestes. Tenez un journal de gratitude où vous notez les moments où vous vous êtes senti fier de vous, où vous avez surmonté un défi ou simplement où vous vous êtes montré fidèle à vous-même. En vous appuyant sur ces souvenirs positifs, vous construisez une base solide de confiance en soi qui ne vacillera pas face aux critiques ou au manque de reconnaissance extérieure. Apprendre à s'aimer et à s'apprécier pour ce que l'on est, c'est se libérer des chaînes de la validation externe. C'est découvrir la liberté d'être soi-même, de vivre selon ses propres termes et de trouver du bonheur dans les simples faits d'être authentique. Lorsque vous cessez de rechercher l'approbation des autres, vous commencez à vivre une vie qui est vraiment la vôtre, remplie de sens, de satisfaction et d'une confiance en soi qui rayonne de l'intérieur. Leçon 8. Perfectionnisme. Nous vivons dans une société où le perfectionnisme est souvent érigé en vertu, une qualité que beaucoup poursuivent avec acharnement. On nous enseigne que l'excellence est le but ultime, que chaque erreur, chaque imperfection est un échec. Mais qu'est-ce vraiment que la perfection ? Est-ce une réalité tangible ou une illusion que nous poursuivons sans jamais l'atteindre ? Pour beaucoup, le perfectionnisme devient un piège, un fardeau lourd à porter, qui nous prive de notre joie, nous empêche de savourer nos réalisations et nous isole de notre humanité. Le perfectionnisme n'est pas une quête de l'excellence, mais plutôt une peur de l'échec. Il impose des standards irréalistes qui finissent par nous épuiser, car rien ni personne n'est jamais assez bien. Accepter les imperfections est une forme de libération. C'est reconnaître que nous sommes tous, en tant qu'êtres humains, imparfaits par nature. Ces imperfections ne sont pas des failles, mais plutôt des caractéristiques qui définissent notre humanité. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas des machines programmées pour fonctionner parfaitement à chaque instant. Nous sommes des créatures de chair, d'émotion, d'apprentissage et d'évolution. Apprendre à embrasser ses imperfections, c'est se donner la permission de progresser. Le progrès, contrairement à la perfection, est atteignable. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs inatteignables, mais plutôt d'avancer étape par étape, de s'améliorer à chaque tentative. Chaque échec devient alors une opportunité d'apprendre, une leçon sur la voie de la croissance personnelle. Lorsque nous nous concentrons sur le progrès plutôt que sur la perfection, nous libérons notre esprit des chaînes de l'autocritique excessive. Nous devenons plus bienveillants envers nous-mêmes, plus compréhensifs envers les autres. Nous réalisons que chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est un signe d'évolution. Le perfectionnisme nous fige dans un état d'insatisfaction constante, alors que le progrès nous invite à célébrer chaque victoire, aussi minime soit-elle. La clé pour surmonter le perfectionnisme réside dans l'acceptation de soi. Accepter que nous sommes imparfaits, que nos erreurs sont des tremplins vers la croissance. Il ne s'agit pas de baisser nos standards, mais de réaligner nos attentes avec la réalité de notre humanité. Leçon 9. Attentes irréalistes. Les attentes sont ces petites graines plantées dans nos esprits, souvent fertilisées par nos désirs, nos peurs et les idéaux projetés par la société. Nous en avons tous. Nous attendons des choses de nous-mêmes, des autres, du monde qui nous entoure. Pourtant, lorsque ces attentes deviennent irréalistes, elles se transforment en chaînes invisibles, nous emprisonnant dans un cycle de déception et de souffrance. Lorsque nous nous attachons à des attentes irréalistes, nous créons des illusions, des scénarios imaginaires où tout se déroule exactement comme prévu, où les autres répondent à nos besoins sans faille, où la vie nous offre exactement ce que nous désirons. Mais la réalité n'est jamais aussi prévisible, les relations ne suivent pas toujours des scripts parfaits, les plans dérapent et la vie nous prend souvent par surprise. Cet attachement aux attentes irréalistes ne fait qu'intensifier notre souffrance. Plus nous nous accrochons à ces idéaux inaccessibles, plus nous devenons vulnérables à la déception. La frustration grandit, la colère s'envenime et la tristesse s'infiltre dans les crevasses laissées par nos rêves brisés. Nous commençons à blâmer les autres, nous-mêmes, ou même le monde entier, pour ne pas répondre à ces normes impossibles. Cependant, il existe une voie pour se libérer de ce cycle. Elle commence par l'appréciation du moment présent. Le moment présent est imparfait, incertain, mais il est réel. En choisissant de vivre pleinement dans l'instant, nous nous détachons des attentes rigides qui nous maintiennent captifs. Ça ne signifie pas abandonner nos espoirs ou nos ambitions, mais plutôt apprendre à naviguer avec fluidité dans la vie, en acceptant ce qu'elle nous offre. Le détachement des attentes irréalistes nous permet de trouver la paix dans la flexibilité. Nous apprenons à embrasser l'incertitude, à reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. L'idéal d'une vie sans heurts et sans obstacles s'efface, au profit d'une existence plus riche,
où l'inattendu devient une source d'émerveillement plutôt que de frustration. Apprécier le moment présent, c'est se rappeler que la beauté réside souvent dans l'imprévu. L'attachement aux attentes irréalistes peut transformer la vie en un champ de bataille émotionnel. Mais en relâchant cette emprise, nous découvrons une liberté nouvelle, une capacité à savourer les petites victoires et à faire face aux défis avec résilience. Leçon 10. Cancan. Il est facile de tomber dans le piège du cancan, cette habitude subtile mais destructrice de parler des autres, souvent sans réfléchir aux conséquences. Que ce soit autour d'un café, dans les couloirs du travail ou sur les réseaux sociaux, le cancan semble presque inoffensif, comme un simple passe-temps. Mais en réalité, il peut créer un tourbillon de malentendus, de tensions et de méfiance. Le cancan, c'est plus que des paroles échangées. C'est une forme de distraction qui détourne notre attention de ce qui est véritablement important. Il nourrit le besoin de se sentir supérieur, d'avoir des informations que d'autres ignorent. Mais en parlant inutilement, en propagant des rumeurs ou des jugements hâtifs, nous perdons de vue l'essence de la communication, la connexion authentique avec les autres. Le cancan ne fait que diviser, érodant les relations de confiance et de respect. Il est crucial de comprendre l'impact de nos mots. Ils peuvent être comme des flèches lancées sans retour. Une rumeur, une remarque acérée, peut blesser profondément, même sans intention malveillante. L'une des solutions les plus simples pour éviter cette spirale est de cultiver une communication consciente et bienveillante. La communication consciente consiste à prendre un moment avant de parler, à réfléchir à la nécessité et à la qualité de ce que nous disons. Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Si ces trois questions ne trouvent pas de réponse satisfaisante, il est probablement sage de rester silencieux. Ce type de réflexion transforme notre façon d'interagir avec les autres, nous poussant à choisir nos mots avec soin. En cultivant une communication bienveillante, nous apprenons à élever nos conversations. Au lieu de simplement discuter des défauts des autres ou de répandre des rumeurs, nous pouvons chercher à renforcer et à encourager. Nous pouvons utiliser nos paroles pour construire des ponts, exprimer notre empathie et partager des idées positives. Cette transformation demande de la pratique, mais elle mène à des relations plus saines et plus profondes. En fin de compte, parler avec conscience et bienveillance ne signifie pas renoncer à dire ce que nous pensons, mais plutôt le faire d'une manière qui honore les autres et qui respecte l'impact de nos paroles. Leçon 11. Développer la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est la capacité à rebondir après des épreuves, à se reconstruire et à évoluer malgré les adversités. Pour cultiver cette résilience, il est crucial d'adopter plusieurs pratiques et attitudes essentielles. Chaque individu, face aux difficultés, possède une force intérieure souvent insoupçonnée qu'il s'agit de découvrir et de renforcer. L'événement, l'acceptation de ses émotions. La première étape vers une meilleure résilience est d'accepter ses émotions. Qu'il s'agisse de tristesse, de colère ou de peur, ces sentiments sont légitimes et doivent être reconnus. Essayer de les refouler ou de les nier ne fait que prolonger la souffrance. En acceptant ces émotions, on commence à les apprivoiser et à en diminuer l'impact négatif. Deuxièmement, la pratique de la gratitude. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des aspects positifs dans nos vies. Pratiquer la gratitude, c'est se focaliser sur ces éléments positifs, aussi petits soient-ils. Cela permet de reprogrammer notre esprit pour voir le bien malgré les difficultés, créant ainsi un équilibre émotionnel plus stable. Troisièmement, le maintien de relations positives. Entourez-vous de personnes bienveillantes qui vous soutiennent et vous inspirent. Les relations positives sont une source de force et de réconfort. Partager ses préoccupations et ses joies avec des amis ou des proches crée un réseau de soutien essentiel pour traverser les moments difficiles. Quatrièmement, l'autocompassion. Soyez indulgent envers vous-même. L'autocompassion consiste à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrirait à un ami proche. Acceptez vos imperfections et reconnaissez que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Cinquièmement, la pratique régulière de la pleine conscience. La pleine conscience, ou mindfulness, est une pratique qui permet de se concentrer sur le moment présent. En développant cette habitude, on réduit le stress et l'anxiété liés aux préoccupations passées ou futures. Cela permet de mieux gérer ses émotions et de rester centré face aux turbulences de la vie. Sixièmement, le développement de la flexibilité cognitive. La flexibilité cognitive est la capacité à adapter sa pensée face à de nouvelles situations. Il s'agit de voir les défis sous différents angles et de trouver des solutions créatives. Cela implique aussi de laisser tomber des croyances rigides qui peuvent limiter notre capacité à faire face aux difficultés. Septièmement, la définition de buts réalistes. Fixez-vous des objectifs réalistes et réalisables. Cela permet de donner un sens à vos actions et de mesurer vos progrès.
Chaque petit succès renforce la confiance en soi et la motivation pour continuer à avancer. 8. Le maintien d'un mode de vie sain. Prenez soin de votre corps pour mieux gérer votre esprit. Une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant et une activité physique régulière sont essentiels pour maintenir un bien-être général. Ces habitudes renforcent non seulement le corps, mais aussi l'esprit, augmentant ainsi la résilience. En cultivant ces pratiques, on développe une résilience émotionnelle qui permet de naviguer à travers les tempêtes de la vie avec plus de sérénité et de confiance. La résilience n'est pas innée, elle se construit jour après jour, à travers chaque défi surmonté, chaque émotion acceptée et chaque acte de compassion envers soi-même et les autres. De Kérontomans Slaughter. Nos compas de Ferciment, c'est en des uns, nos compas de l'aréatio des Civaux, nos compas de Tafaciment, nos compas le Moterciment, nos compas les lauréations des Finons, nos compas de la Carturplie. Conclusion, travaillez consciemment pour éliminer ces habitudes pour une vie plus équilibrée et épanouie. Invitation à s'abonner à la chaîne pour plus de contenu positif.